Bonjour Hélène. Bonjour Patrick. Bon, comment vas-tu ce matin? Très bien, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va attendre quand même quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vois Catherine, Claire, Alexandre que j'ai eu au téléphone, Grégoire aussi que j'ai eu au téléphone. Donc, d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse d'interagir avec moi pour préparer ce webinaire. Donc, on s'est pas mal inspiré de vos besoins, de vos enjeux pour préparer avec Hélène ce webinaire. Donc, on va peut-être se présenter très rapidement en attendant les quelques minutes réglementaires de retard. Et Hélène, à toi l'honneur quand même. Merci Patrick. Alors, puisqu'on va travailler sur les valeurs, moi j'ai décidé de me présenter en 3 valeurs. En 3 valeurs, la première, je dirais, la vie est un jeu, joue-le. La deuxième, on n'a jamais le temps, sauf si on le prend. Et la troisième, vous ne savez pas encore de quoi vous êtes capable. Voilà, je pense que ça nous dit assez bien. Je vais laisser Patrick présenter Biharmoniste. Bon, écoute, je vais jouer un peu le même jeu. Alors, donc moi, je suis Patrick, harmoniste, cofondateur de Biharmoniste avec Hélène. Et moi, mes valeurs, c'est un peu celle de Biharmoniste, c'est très proche. C'est confiance dans l'humain, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. C'est l'efficacité agile, c'est-à-dire que moi, j'aime bien les choses qui sont efficaces, mais toujours en étant adaptées, pas du tout des choses qui sont standards. Voilà, donc j'aime bien le sur-mesure et c'est m'adapter à la personne qui est en face de moi, en fait, que ça soit à titre professionnel ou personnel. Et puis l'énergie positive, qui est, je crois, une valeur qu'on partage avec Hélène très fortement, qui est cette capacité à toujours avoir un peu le sourire, voir les choses de manière positive et de manière constructive. C'est tellement plus facile de dire bravo. Enfin, c'est pas si facile que ça de dire bravo, mais la positivité est un énorme levier. Donc voilà, donc 2 mots sur les harmonistes. On est une petite vingtaine d'harmonistes. Notre travail, c'est d'accompagner les entreprises à façonner leur culture et surtout à se mettre en cohérence, en alignement autour de ça. Et l'objectif, c'est un développement harmonieux de l'entreprise, d'où Biharmoniste, d'où les harmonistes. Et c'est vraiment une nouvelle approche. Pourquoi nouvelle? Parce que nous, on appréhende l'entreprise dans sa globalité, on appelle ça sa systémie, si on prend des termes techniques. Et voilà, parce qu'on pense que tout rebondit dans une entreprise, que c'est un système vivant complexe dans lequel tout interagit, et que si vous voulez vraiment que l'entreprise se développe de manière harmonieuse, il faut qu'elle soit alignée. Alignée autour de quoi? Autour de ses fondamentaux, qui sont sa culture, son âme, son ADN, ses valeurs, son organisation, sa façon de prendre les décisions, etc. Et donc, on va aider, on va coacher véritablement. Donc, tous les harmonistes sont des coachs. On va coacher l'entreprise, coacher le dirigeant à mieux se connaître, que l'entreprise elle-même se connaisse mieux et surtout soit cohérente, soit droit dans ses bottes. Et les valeurs font partie des choses très, très importantes. Donc, on va aborder ça aujourd'hui. Le thème, on va aborder... alors, on a pris, vous avez vu, un thème un petit peu provocateur qui était comment éviter le bullshit pour les valeurs d'entreprise. C'est un thème que Hélène aime bien, mais c'est quelque chose qui est très sincère dans la façon dont on pense. On pense qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont des valeurs, mais qui ne sont pas des vraies valeurs. Hein. Hélène a écrit un article qui a eu un gros buzz qui dit pas de valeurs sans valeur ou des valeurs sans valeur, stop aux valeurs sans valeur, un truc comme ça. Et Hélène, tu pourras nous en parler. Et voilà, donc nous, on a vraiment dans ce webinaire, on va essayer d'échanger avec vous que les valeurs sont un levier essentiel de management et de développement de l'entreprise, mais qu'il faut arriver à un degré d'authenticité, d'exemplarité qui est extrêmement important. Et je crois que pas mal d'entre vous y sont sensibles. Donc voilà les thèmes qu'on va aborder, comment créer cette authenticité, comment la faire émerger, et puis comment les utiliser concrètement. Je crois que c'est le deuxième thème qui vous avez tous à cœur. C'est OK, une fois qu'on a explicité les valeurs, comment on les fait vivre, comment on les fait incarner dans des situations très disparates. Il y en a certains d'entre vous dont les entreprises fusionnent ou des dirigeants qui partent, qui sont appelés à de nouvelles fonctions. Donc comment on arrive à ce que ces valeurs soient ancrées et perdurent. Voilà. Hélène, je te laisse la main. Ouais. Alors d'abord, petite question pour vous tous. Dans le slide d'après, on va vous demander déjà de dire où est-ce que vous en êtes en termes de valeurs. Donc aujourd'hui, si vous voulez bien mettre dans le chat le numéro entre 1 et 5 où votre organisation se situe selon vous, c'est-à-dire entre les valeurs, on ne les a même pas écrites, versus les valeurs, c'est notre pain quotidien. Où est-ce que vous vous situez? Alors, pendant que vous répondez, je vois que vous avez tous trouvé où était le chat, donc ça c'est génial, c'est effectivement en bas à droite, vous pouvez taper tous les messages. N'hésitez pas aussi à taper vos questions, si vous avez déjà des questions pour la fin, on a Justine qui nous aide,
qui notera les questions et qui n'hésitera pas à nous les retracer. Et puis, vous avez aussi un bouton en haut, un petit bouton rouge pour prendre rendez-vous si vous avez vraiment envie d'exposer votre situation personnelle, véritablement de votre entreprise. On est à votre disposition et vous avez un système automatique de prise de rendez-vous qui vous permet de caler un rendez-vous dans mon agenda. Alors, Hélène, ça donne quoi là, ce sondage? Alors, on a une majorité quand même de 4, avec un certain nombre de 1 et de 3. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, pour pas mal d'entre vous, elles sont là. Et c'est a priori pas du pipeau, puisqu'elles vous semblent pertinentes. Par contre, elles sont peu utilisées. Donc, on va pas mal parler de ça. Alors, petite. Moi, j'aime bien effectivement parfois des articles un peu provocants. Et il y a quelque chose en ce moment qui moi, m'irrite un peu. C'est le fait qu'il y a énormément en ce moment de buzz autour de la notion de raison d'être, de quête de sens, de mission. Donc, toutes les boîtes définissent cette mission supérieure dont elles sont investies, comme si c'était le Graal, ce qu'il faut absolument réussir, une sorte de sainte croisade. Et en fait, derrière cette belle volonté, c'était un peu le cas d'ailleurs à l'époque, si on revient au Moyen-Âge, l'idée de la croisade, c'est qu'on détourne un peu les attentions aussi de ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas mal de canaliser les efforts on va aller vers ce truc merveilleux. Et en fait, l'idée, c'est que ce qui est important, c'est de commencer quand même par faire le ménage à l'intérieur, même si c'est pas de l'amour. Et donc, tous les beaux efforts pour montrer ce sommet inspirant, vous savez, là, la photo cliché dans tous les séminaires de leadership, où on voit cette belle montagne, le sommet, etc. N'empêche que si les gens ils ont des cailloux dans la chaussure, que les chemins sont flous, que c'est glissant, il y a de la boue partout, en fait... Ah, on a un petit problème de connexion avec... Une montée passionnante, et ça va même être très difficile pour beaucoup de gens. Donc... Ah non, ça marche? Vous m'avez perdu? Ouais, ça coupe un peu. C'est un peu haché. Est-ce que... Vas-y, reprends. Attends, Alors, je prends un petit problème technique. Je prends le relais. Oui, donc, en fait, les valeurs font partie de la culture d'entreprise de manière générale. On parle beaucoup de raison d'être, entreprise à mission, Bicorp, etc. Et donc, c'est important aujourd'hui de véritablement prendre conscience que les valeurs, c'est un des éléments essentiels qui va être l'aspect comportemental. C'est comment on se comporte, et c'est vraiment cette cohérence globale que nous, sur laquelle on milite. Cohérence globale pour que ça fonctionne, quoi. Alors, définir des valeurs, c'est très important. Hélène est de retour. Je suis de retour. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est très beau de travailler sur sa raison d'être, mais si vous n'avez pas travaillé avant sur les modalités, c'est-à-dire juste de donner des conditions de travail de base convenables pour chacun, en fait, c'est voué à l'échec, parce que les gens, ils sont pas prêts à se mettre en marche pour aller décrocher la Lune ou sauver la planète si simplement déjà eux-mêmes ne sont pas bien traités. Donc, l'idée, c'est plus vous cherchez à avoir des modalités positives, il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui se lancent dans des belles stratégies RSE, c'est super, il ne faut pas oublier l'interne, et donc le travail sur les valeurs, d'autant plus que s'il y a des belles modalités, par effet de halo, on va naturellement projeter sur vous le fait qu'il y a des belles modalités. Donc, travailler sur la finalité, la raison d'être, très bien, mais pas oublier que le quotidien, c'est les petits cailloux dans la chaussure, et donc on vous attend justement de plus en plus là-dessus. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à travailler sur vos valeurs. Alors, la première étape, c'est évidemment de les définir, ces valeurs. Et ça ne veut pas dire poser des mots qui semblent sympas. Les valeurs, c'est des principes d'action. Oui, on parle d'action. Les mots, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas d'action derrière. Alors, on va commencer par un petit exercice. Je voudrais que vous écriviez vos valeurs sur une feuille, ou que vous les ayez en tête. Et puis ensuite, sans tricher, vous allez écrire dans le chat combien de valeurs vous avez en commun avec la liste que nous allons vous projeter. Et vous trichez pas, si c'est en anglais, vous les traduisez. Je projette, alors... Ouais. Donc, sur cette liste-là, combien est-ce que vous avez de valeurs en commun? Ah, un certain nombre d'entre vous, 0. Ah, 4, 6. Oh, pas mal. Alexandre tient pour l'instant le record.
4, 2, bon. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, a priori vos entreprises elles sont toutes très, très, très différentes et donc entre guillemets, c'est pas forcément normal d'avoir, partout les mêmes valeurs et en fait, c'est comme si voilà, si, toutes les personnes d'une même pièce avaient le même ADN. C'est quand même quelque chose de très, très, très rare. À part des quintuplés, je crois qu'on arrive à peu près au maximum de ce qu'on peut avoir comme ADN commun chez des adultes. Donc l'idée, c'est de ne pas tomber dans le piège d'avoir les mêmes valeurs. Là, c'est 90% des entreprises ont des valeurs dans cette liste, hein, si ça peut vous rassurer. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est des bonnes valeurs qui ne sont pas, entre guillemets, justement, bateau. Et donc, pour beaucoup de gens, bateau, ça rime avec, vous vous en doutez, pipeau. Qu'est-ce qu'une valeur, Patrick ? Alors, la valeur, c'est vraiment, c'est comment vos équipes prennent les décisions quand vous n'êtes pas là. Ça, c'est super intéressant parce que les valeurs, ce sont vraiment les critères de prise de décision. C'est vraiment la façon dont vous vous comportez, mais c'est vraiment la façon aussi dont toute la société, toute l'organisation va considérer, va filtrer tout événement, toute décision, tout contexte et va prendre ses décisions. Donc, et va agir, va se comporter. Donc, c'est du comportemental. Voilà, donc c'est une sorte de métacritères hyper importants, ADNiques. Donc, on va voir, Hélène va nous raconter ce que c'est. Mais voilà, donc c'est vraiment comment on fait les choses ici, tant de manière collective que de manière individuelle, chacun d'entre nous, que en termes collectifs, l'équipe, et tant en interne, comment on se comporte entre nous, que vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. J'entends par parties prenantes les clients, les actionnaires, comment on se comporte avec les actionnaires, les fournisseurs, etc. En fait, il y a vraiment un parallélisme complet entre l'interne et l'externe. Ce sont vraiment vos façons de vous comporter et vos façons de prendre les décisions, les filtres avec lesquels vous allez aller voir toute chose. Alors, c'est quoi, Hélène, quels sont les critères cette fois-ci pour avoir des bonnes valeurs, des valeurs qui marchent? Alors, on vous propose justement de faire ce petit exercice. Alors, vous le ferez plus tard, hein, on pourra vous envoyer les slides si vous le souhaitez. C'est d'évaluer chacune de vos valeurs. Pour ceux qui ont des valeurs, entre guillemets, définies, c'est de se dire, OK, est-ce qu'elles cochent en fait ces cases-là? Parce que si elles les cochent, alors elles sont, pour nous en tout cas, des bonnes valeurs. Il n'y a pas vraiment de mauvaises valeurs. La question, c'est, est-ce que ces valeurs... Ah, il y a une question, Patrick. Pourcentage de PDG qui connaissent par cœur les valeurs de l'entreprise. Ouais. Ricardo, c'est excellent comme question. Et alors, écoutez, allez-y, essayez de répondre. On va faire un sondage en live. Est-ce qu'à votre avis, votre PDG est capable de citer la totalité de vos valeurs comme ça, spontanément? Allez, vas-y, Hélène, continue. Il y en a assez peu et c'est inversement proportionnel en général à la taille de l'entreprise. Alors, les critères. Donc, le premier truc qui est très important, c'est que la valeur, comme on a dit, ça doit être un principe d'action. Donc, il faut qu'on voit comment elle est actionnable. Donc, il faut absolument qu'elle soit traduite en comportement concret au quotidien. La deuxième chose, c'est que les valeurs, c'est pas juste pour le département marketing ou communication ou RH, c'est tout le monde qui peut les vivre dans l'entreprise. Et il faut que depuis la standardiste jusqu'au livreur, chacun soit capable d'une manière ou d'une autre de les véhiculer. Ensuite, une valeur, ça ne se décrète pas, ça se constate. La valeur, elle est naturellement présente. On vous a parlé de ces critères. C'est des critères implicites de décision que les gens utilisent. Donc, même pour ceux pour qui les valeurs n'ont peut-être pas été définies avec des mots, elle est déjà là. On peut la constater. Et nous, dans notre travail, c'est souvent ça qu'on va faire. On va juste voir ce que les gens vivent au quotidien. Et c'est ça qui est important. Ça ne doit pas être quelque chose d'artificiel. Ça doit être là. Et une façon de mesurer si elle est là, c'est tout simplement le jour où elle n'y est plus. Et quand quelqu'un ne vit pas cette valeur, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être une personne que vous recrutez, ça fait un tollé immédiatement. Les gens réagissent très fortement. Et donc, c'est ça qui veut vraiment dire que la valeur, elle est ADNique, elle est présente. Et le dernier signe, c'est que au niveau des dirigeants, vous êtes prêts à prendre des décisions, même si ça va au détriment de votre business. Parce que vous croyez à cette valeur tellement fort que vous êtes prêt à la défendre envers et contre tout. Alors, un exemple d'importance, de valeur organique, c'est-à-dire à tel point elles sont ancrées, c'est Google. Donc, ça concerne évidemment les petites entreprises, mais aussi les très très grandes. Avec notamment, il y a 3 ans, il y a eu un énorme tollé chez Google avec l'affaire Maven. Maven, c'était un contrat militaire qui a été signé
par Google avec le Pentagone, qui était d'utiliser les technologies de Google à des fins militaires. Et il y avait depuis toujours dans l'histoire de Google, au tout début, il y avait une phrase qui était marquée sur la porte du garage des deux fondateurs, qui était "Don't be evil", ne soyez pas maléfiques. Et en fait, il y a une réaction spontanée des collaborateurs. Il y a eu 3000 personnes qui ont fait des pétitions, il y a eu des démissions, etc. en disant, et des lettres qui ont été écrites au PDG en lui disant, écoutez, voilà, c'est contraire à l'esprit de Google. Et Google a arrêté ce contrat qui était effectivement pas dans l'ADN. Donc c'est vraiment intéressant de se dire, on met des années à construire la confiance au sein des équipes, et la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. C'est si vous avez vraiment un flagrant délit d'incohérence dans une décision majeure, mais qui n'est pas en phase avec votre culture d'entreprise et notamment vos valeurs, ben ça va générer, ce que disait Hélène tout à l'heure, ça va générer un phénomène de collectif je dirais de répulsion, et ça peut casser la confiance, ça peut créer des démissions des meilleurs collaborateurs, en tout cas des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, qui aiment la boîte, et donc la confiance peut être détruite. Donc c'est vraiment extrêmement important cette exemplarité. On parlait tout à l'heure, Ricardo parlait tout à l'heure du PDG. Oui, le PDG doit être absolument exemplaire dans ses valeurs. Et ces valeurs, elles s'appliquent aussi aux dirigeants. Donc définir des valeurs, c'est quelque chose d'assez courageux de la part des dirigeants, c'est ce que j'ai usage de dire. Pourquoi? Parce que le dirigeant va s'installer, va décider qu'il va y avoir des valeurs qui vont être des supracritères, qui vont s'appliquer, y compris dans ses comportements et dans ses décisions à lui. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors un mot aussi sur cette authenticité, comment trouver des valeurs qui sont vraiment authentiques, Hélène? Alors ce qui est vraiment important, c'est de faire quand même ce travail d'introspection et un vrai travail d'assumer ce que vous êtes vraiment. C'est complètement OK d'être des danseuses étoiles, c'est complètement OK d'être des joueurs de rugby, et dans les deux cas, vous pouvez avoir exactement le même métier. C'est de quelle manière vous allez le faire. Et en fait, faut pas faire semblant d'être des danseuses étoiles quand on est des joueurs de rugby. Enfin, je sais pas si vous imaginez un Chabal sur la scène de l'Opéra de Paris, ça peut faire bizarre. Donc, c'est l'idée de vraiment faire ce travail de s'accepter et de se dire, voilà ce qu'on est. Eh ben, on est OK. On aime l'ordre, on aime la minutie, on aime la qualité, on n'est pas des fonceurs. Et il y a des mots qui sont un peu à la mode, où on se dit, il faut absolument les avoir dans nos valeurs, on doit parler de bienveillance, tout le monde n'est pas sensible à ça. Et c'est OK. Et c'est OK de dire, voilà, nous, on est des gros durs, on est des fonceurs, on y va, on casse tout. Ça correspond à certaines personnes. Et c'est vraiment tout ce travail de se dire ce qu'on est. Et ça, c'est d'abord un travail du dirigeant, c'est d'assumer le style du dirigeant, parce que le style du dirigeant, et ça vaut quand il y a des changements, ça imprègne naturellement l'ensemble de la boîte. On ne peut pas vivre en interne des valeurs que le dirigeant n'est pas prêt au minima à vivre et si possible même à incarner et à défendre de tout son être. Sinon, on a forcément à un moment des incohérences qui vont naître. Donc, c'est très, très important de partir des dirigeants et derrière, de faire vraiment ce travail de on assume ce qu'on est. On assume ça à fond. Pourquoi? Parce que derrière, ça va naturellement créer cet effet magnétique d'attraction-répulsion. Et en fait, c'est ça qu'on recherche. Donc, c'est pas aller chercher les valeurs qu'on semble qu'il nous faudrait, mais aller vraiment sur ce qu'on est profondément. Et c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement délicat dans l'émergence des valeurs. Il faut effectivement d'un côté que ça vienne du dirigeant, que ça soit compatible avec celle du dirigeant, mais de l'autre côté, ça doit venir aussi du collectif et ça doit représenter, comme le disait Hélène, avec authenticité, le collectif. Et donc c'est ce travail en commun de la direction et du collectif qui est à faire en fait. On peut pas le faire que d'un seul côté, ça ne marche pas. Alors des exemples d'entreprises qui ont fait du déclaratif, qui ont fait des valeurs déclarées aspirationnelles et qui ne les reflétaient pas en réalité. Voilà, vous avez cette fameuse slide et devinez par qui, j'imagine que certains d'entre vous la connaissent. Donc c'était une grande société américaine qui disait nos valeurs, c'est l'intégrité, la communication, le respect, l'excellence. C'était Enron. Donc quand Enron parle d'intégrité, c'était vraiment une caricature de valeurs sans valeur, de valeurs qui sont complètement aspirationnelles et qui ne sont pas des vraies valeurs authentiques. Voilà, donc ça, c'est un slideware, c'est des slides qui sont extraits des slides de Netflix, de la culture de Netflix. Voilà, alors comment les exprimer? Une fois qu'on a réussi à faire émerger des valeurs qui sont vraiment authentiques et qu'on a trouvé cette authenticité, cette capacité à les exprimer de manière claire est très importante. Et vous avez vu, si généralement on se limite à un seul mot, on l'a vu, que ça soit excellence, respect, satisfaction client. Nous, on vous encourage à aller un degré plus loin pour refléter véritablement qui vous êtes. Donc, soit vous trouvez des mots isolés comme ceux à droite qui sont
plus percutants, tonicité, optimisme, ingéniosité, humour, voilà des valeurs qu'on a déjà vues dans des entreprises. Soit, ce qui est recommandé aussi, c'est de mettre un verbe d'action, puisque comme on est dans du comportement, c'est pas mal de commencer par un verbe, be a member, dream, decide. Donc, c'est plutôt des injonctions, et puis on va tout de suite trouver des choses qui percutent, qui frappent. Soit vous pouvez même avoir des slogans comme l'amour de la gagne, l'esprit de famille, pas d'attribution de la contribution, voilà, et des phrases aussi qui commencent par we, nous, voilà, we tell and we share everything. Donc voilà des exemples de mise en forme. Chaque entreprise doit se trouver sa façon de les exprimer. Quelquefois, c'est un slogan, un mot, et c'est explicité par des explications, etc. derrière. Mais voilà, ce travail de sémantique, ce travail de communication pour bien les exprimer est extrêmement important. Alors, Hélène, un exemple? Un exemple très simple, c'est l'exemple de United Credit. Donc, eux, effectivement, vous voyez, c'est catchline. Et c'est efficace de avoir sous les yeux les valeurs. Donc, c'est pas mal de les écrire sur les murs. Attention, encore une fois, les mots, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est les actes. Là, l'intérêt de les afficher, c'est que plus vous les affichez, plus d'une certaine manière, vous mettez une pression supplémentaire pour les vivre. C'est-à-dire que si les gens les ont sous les yeux, ils veulent les avoir sous les mains aussi. Donc, ils vont vouloir les voir mises en action. Et c'est vraiment ça qui va être le plus important. Donc, prendre le temps de réfléchir à ce que vous êtes prêt à incarner, à ce que vous incarnez déjà. Et l'écrire, effectivement, est une façon de vous engager, puisque les paroles s'envolent, les écrits restent. Et a fortiori permettre derrière l'action. Donc des choses qui sont courtes, percutantes, mémorisables et que vous pouvez afficher le plus largement possible en interne et en externe comme un engagement de on veut vraiment les vivre et les mettre en action. Alors, vraiment les communiquer, c'est la sémantique, c'est les afficher, c'est comment les mettre en valeur. Mais je rebondis sur ce que dit Hélène, c'est vraiment de l'action d'abord. Donc, faut pas forcément les communiquer trop vite. C'est pas mal aussi dans ce plan de communication, lorsqu'on les émet, de vraiment travailler sur qu'est-ce qui peut témoigner que c'est vraiment des valeurs vraies. Est-ce qu'il y a des symboles, des rituels qui peuvent aligner ça? On va en parler tout à l'heure. Donc, la communication, c'est très très bien. On est dans cette phase-là, après l'émergence naturellement de communiquer. Quelquefois, il faut retarder un petit peu cette phase de communication pour vraiment travailler sur du concret et pouvoir communiquer avec des exemples concrets. Un dernier exemple, c'est Manutan de valeurs. Alors, eux, ils ont exprimé leurs valeurs vraiment sous forme de phrases avec des comportements. Vous en voyez des exemples ici. Chez Manutan, nous faisons simple et réglons les problèmes tout de suite. Voilà, donc c'est simple. L'avantage de ce genre de phrases, c'est qu'elles sont extrêmement claires. Elles parlent à tout le monde, c'est des mots extrêmement simples. Chez Manutan, nous savons reconnaître nos forces, rire de nous-mêmes et célébrer nos victoires. Voilà, donc c'est cette capacité à ce que ça parle à tout le monde. Alors, combien faut-il de valeurs, Hélène? Là, ce sera vraiment un peu à chaque entreprise d'avoir sa règle. Nous, on aime bien la règle de la main, se dire qu'au-delà d'une main, c'est dur à retenir et que moins vous en avez, plus c'est facile de vraiment avoir en tête, ok, ça c'est nos grands principes, puisque si vous devez prendre une décision, encore une fois, c'est pour éclairer les décisions, les valeurs, hein, et qu'il y a 10 critères à prendre en compte, ça devient compliqué. S'il y en a 2 ou 3, c'est quand même nettement plus facile. Donc voilà, nous on vous encourage d'en avoir 2 ou 3. Ensuite, vous pouvez les décliner, avoir des sous-valeurs, etc. Enfin, l'idée, c'est que ce soit fractal, mais en tout cas, d'en poser au départ un nombre limité qui soit vraiment quelque chose que tout le monde vit et que tout le monde est prêt à incarner au quotidien. Alors, après cette phase définition, communication, comment on met les valeurs en action? Puisque on l'a vu, beaucoup d'entre vous, vous avez des valeurs qui sont déjà définies, qui sont pertinentes, mais il manque un peu de l'incarnation, il manque de l'ancrage véritablement. Et vraiment, c'est ce côté action qui est primordial. Il y a une phrase de Disney, de Roy Disney, qui est l'un des 2 cofondateurs de Disney, qui dit « Ce n'est pas difficile de prendre des décisions une fois que tu sais quelles sont tes valeurs ». Donc, on le disait tout à l'heure, les valeurs, c'est vraiment un filtre, c'est vraiment des critères qui vont d'analyse et qui sont des critères de décision. Donc, donc c'est vraiment une boussole, ça fait partie avec la culture. Hein, il faut vraiment voir les valeurs comme l'un des éléments de la culture. Il y a aussi la raison d'être, il y a aussi la vision, il y a aussi pas mal de choses autour de ça. Mais c'est vraiment un référentiel de décision. Un guide pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à déjà, lorsque vous êtes manager ou dirigeant, dans les décisions importantes, de vous référer aux valeurs, ainsi qu'à la raison d'être aussi, mais de vous référer aux valeurs pour pouvoir expliciter la nature d'une décision, notamment lorsqu'elle est difficile,
Par exemple, lorsqu'il y a le départ de quelqu'un, bah, c'est très très bien de dire, bah, là, il y a eu un problème de respect des valeurs, ça marche extrêmement bien. Alors, d'autres exemples, Hélène, de comment ancrer ces valeurs? Donc, première étape, une fois qu'effectivement vous avez fait ce travail d'introspection, de constater comment les gens en interne se comportent et prennent des décisions, que vous en avez retiré la substantifique moelle et que vous l'avez traduite en slogan ou en mots, ensuite, c'est immédiatement comment ça se traduit en comportement. Donc là, c'est prendre le temps de poser ensemble qu'est-ce qu'on met comme action derrière cette phrase qu'on a décidée. Donc là, voilà, il s'agit d'une valeur qui est « c'est en donnant qu'on reçoit le plus ». Et derrière, qu'est-ce qu'on veut mettre comme action? Qu'est-ce qu'on veut mettre aussi comme compétences qu'il faut développer? Quels sont les mots qu'on va mettre derrière? Et surtout, très, très important, au-delà de ce qu'on veut par rapport à cette valeur, il y a aussi qu'est-ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire, la valeur, le moment où vous savez que la valeur elle existe, je vous l'ai dit, hein, c'est au moment où elle est transgressée. Donc, il faut aussi définir, ça veut dire quoi la transgresser? Et donc, se dire, voilà, ça, c'est les cartons rouges pour lequel on pourra même avoir une décision de se séparer d'une personne si elle transgresse ce qu'on a défini comme étant la ligne rouge. Et parce que si, évidemment, il n'y a aucune conséquence au fait de ne pas vivre la valeur, encore une fois, n'a pas de valeur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vraiment prendre chacune des valeurs et donc nous traditionnellement on anime des ateliers dans chacun des départements pour vraiment comprendre comment ces valeurs vont être appliquées dans ce département en fonction du contexte de chaque département. Voilà, donc il y a ce côté aussi, les valeurs sont des métacritères qui doivent être interprétables. C'est vraiment des guides, mais elles ne doivent pas être non plus des carcans, quoi. C'est vraiment des choses qui doivent pouvoir être déclinées en fonction des situations, des contextes et des situations géographiques, des cultures géographiques différentes. On va en parler tout à l'heure. Mais au-delà de ça, on va aller même encore plus loin. C'est-à-dire que là, nous, en tant qu'harmoniste, on dit, mais allez-y, utilisez-les à fond. C'est vraiment ce mot à fond qui est important. C'est-à-dire que comment vous nommez, vous faites de la promotion de quelqu'un, vous le nommez manager, ben, voilà, est-ce que cette personne est un bon ambassadeur des valeurs? Est-ce que le style de management de quelqu'un est correct ou pas? Vous allez vite, prenez les valeurs comme réflexe. Dans les rémunérations variables, est-ce que vous ne pouvez pas mettre une dose de respect des valeurs dans les rémunérations variables? Dans le reporting, est-ce on peut aussi essayer de mettre en valeur l'atteinte et le bon comportement des gens. Dans la communication, savoir que la communication doit être empreinte de ces valeurs. Il ne faut pas forcément les dire, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que si vous avez une transparence, que cette transparence, elle apparaît partout. Elle apparaît dans le reporting, elle apparaît dans la façon de communiquer, elle apparaît dans la façon de faire, comme on le disait, l'évaluation des collaborateurs en étant très transparent sur les critères et ce qui va, ce qui ne va pas. Pareil, si la transparence fait partie de votre ADN, dans le discours commercial, vous avez un discours qui est résolument transparent, vous l'assumez, vous le dites et vous expliquez vraiment comment les choses. Dans l'expérience client, c'est exactement pareil. Donc, on va avoir ce côté interne, ce côté externe, ce côté relation avec toutes les parties prenantes, les partenaires, les fournisseurs, et bien sûr, un truc extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le cultural fit, l'adéquation culturelle du recrutement, c'est-à-dire dans le process de recrutement et bien sûr d'onboarding derrière, mais de s'assurer que la personne est compatible en termes de valeurs. Si vous avez un super CV, quelqu'un qui a des savoir-faire extraordinaires, mais qui n'est pas compatible en termes de valeurs, l'horizon sera à court terme, va y avoir des tensions, et pire que cela, ça peut créer des silos, ça peut créer des gens qui ont des cultures différentes et qui vont créer des silos au sein de l'entreprise. Alors comment, Hélène, comment les faire vivre, comment entretenir la flamme, ce qui n'est pas évident dans la durée? D'abord, mini remarque. Donc, il y en a un certain nombre d'entre vous qui posent des questions dans le chat. Je vous encourage à continuer à le faire. Effectivement, on prend note de ces questions et on reviendra dessus dès qu'on aura terminé cette présentation. Sur la partie, donc, comment concrètement on peut faire? Alors, il y a plein d'ingrédients à mettre à votre sauce parce qu'il n'y a pas de recette universelle. En fait, 90% de l'efficacité des valeurs, ça va vraiment venir de leur incarnation effective au quotidien. Et dans une entreprise, il y a beaucoup de changements, il y a des phases de croissance, il y a peut-être des phases d'acquisition, donc de changement de stratégie, etc. C'est vraiment important du coup de prendre le temps de mettre en place une structure qui sera un peu comme des rails qui permet que les valeurs, elles vivent dans la durée et par vivre, elles peuvent aussi bien sûr évoluer. Donc, il y a trois types un peu on va dire dans votre ma-outil, il y a des rituels que vous pouvez mettre. Il y a effectivement un certain nombre d'outils et il y a des supports. Et les trois vont vous permettre de faire vivre les valeurs de trois manières différentes. La première, c'est de la transmission.
Donc, comment est-ce que vous pouvez transmettre les valeurs? Donc là, effectivement, il y a, par exemple, le fait d'avoir une sorte de livret d'accueil. Dans beaucoup d'entreprises, on appelle ça maintenant un culture code, où vous résumez en quelques slides ou quelques pages très percutantes qui sommes-nous en termes de valeurs, qu'est-ce que ça veut dire ces valeurs, qu'est-ce que ça ne veut pas dire, et qui est à la fois diffusé en interne et en externe. Il y a toute une phase de formation, en particulier dans l'onboarding, mais pas que. Ça peut être régulièrement de rappeler qu'est-ce qu'on veut dire, de créer des discussions, qu'est-ce qu'on veut dire à travers ces valeurs. On peut le transmettre aussi à travers des modèles, donc ça veut dire dans les fiches de poste ou dans un leadership modèle, on va s'inspirer des valeurs pour dire comment est-ce que ça se traduit concrètement en termes de comportements managériaux, en termes de critères pour promouvoir quelqu'un, etc. Ensuite, il y a toute une partie, donc après la transmission, il y a tout ce qui est animation des valeurs. Donc là, ça peut être ce qu'on appelle des réunions sur les valeurs qui vont être des moments ou des journées où on va rassembler les gens pour pouvoir parler des valeurs, des questions qu'il peut y avoir par rapport aux valeurs, de se dire, OK, c'est de la régulation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comment est-ce qu'on les vit, comment on peut mieux les vivre. Il peut y avoir des journées des valeurs, donc des moments festifs qu'on organise où on peut collectivement aussi se poser la question de est-ce qu'il faut revoir les valeurs, comment est-ce qu'on peut remettre ou ajouter ou enlever des rituels pour mieux les incarner. Des moments aussi de mise en valeur, c'est le cas de le dire, de personnes qui les ont particulièrement bien incarnées, donc des sortes de awards ou de prix où on va récompenser une équipe ou un projet qui a particulièrement incarné chacune des valeurs pour montrer, encore une fois, inspirer, donner des rôles modèles. Voilà ce qu'on veut voir comme type de comportement. Et enfin, il peut y avoir transmission, animation et puis évaluation. Donc là, Patrick l'a dit, ça peut être des critères d'évaluation de chaque individu, de chaque équipe par rapport à un certain nombre d'indicateurs que vous pouvez mettre pour chacune de vos valeurs. C'est comment ça peut se mesurer, en fait, qu'on est en train de les vivre. Et plus généralement aussi des évaluations, des enquêtes internes pour se dire, en fait, sur une échelle de 0 à 100, dans quelle mesure on l'incarne, notre valeur. Et juste de se dire, OK, si on est en dessous de 50%, on se pose vraiment la question de la garder. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour remonter. Donc, régulièrement, se poser la question de voilà, comment est-ce qu'on peut mesurer le fait qu'on incarne vraiment ces valeurs et le faire également en toute transparence, en évaluant même les dirigeants pour se dire, y a des boîtes qui font ça, et si un dirigeant est évalué comme ne vivant pas suffisamment les valeurs, on arrête tout de suite. Et ça, c'est vraiment très puissant parce que ça montre que les valeurs sont quelque chose qui est vraiment le cadre de vie de l'entreprise, et que si on sort du cadre, on sort de l'entreprise. Voilà, donc là, un ensemble de choses. Vous voyez que c'est un travail vraiment de longue haleine qui nécessite une très bonne coopération avec les managers. Mais on a envie encore avec Hélène de vous emmener encore un degré plus loin. Donc vous avez du boulot. C'est-à-dire qu'une fois que vous vivez vos valeurs, une fois que vous en faites des vrais critères, nous, l'harmoniste va vous aider à oser des choses, c'est-à-dire à oser sortir des sentiers battus. On va prendre des exemples concrets. Chapka Assurance, c'est l'un de nos clients historiques et c'est quelqu'un qu'on a accompagné pendant 5 ans. Et c'était un courtier en assurance voyage. Donc, ils vendaient des assurances pour les jeunes qui parcourent le monde. Et il y avait énormément d'appels le lundi matin. Pourquoi? Parce que les gens consultaient les assurances le week-end. Et donc, il y avait énormément d'appels le lundi, mais 5 fois plus d'appels que les autres jours. Et donc, comment faire pour gérer ça, cet afflux d'appels l'entreprise a essayé d'imaginer de déléguer. C'était difficile parce que c'était quand même très difficile de trouver des call centers qui le faisaient bien, qui étaient au niveau de qualité de l'entreprise, etc. Et donc, il y a une réflexion qu'on a animée et les équipes, ce qui est ressorti de les équipes ont eu des valeurs de l'entreprise qui étaient la simplicité, la convivialité, la réactivité. Donc, cette volonté de répondre à tous les appels le plus vite possible, très naturellement, il y a un collaborateur, un comptable qui a levé la main et qui a dit mais moi le lundi je veux bien arrêter de faire de la compta et répondre au téléphone. Et puis l'informaticien a dit moi aussi ça me changera un petit peu. Et puis finalement aujourd'hui dans l'entreprise, la totalité de l'entreprise a décidé, y compris les dirigeants, de répondre au téléphone le lundi. Donc il y a une procédure d'escalade, c'est extrêmement structuré, on ne dérange pas l'informaticien et le comptable justement les premiers. Mais voilà. Et donc ce qui aurait été inimaginable à faire, parce que proposer ça par le dirigeant en descendance, ça aurait été impensable, c'est venu spontanément, c'était venu parce que c'était en phase avec les valeurs, etc. Donc lorsque vous analysez des choses et vous prenez véritablement vos valeurs, vous arrivez à sortir des sentiers battus. C'est juste un exemple pour vous dire à quel point quelquefois on est étonné de trouver des solutions qui reflètent parfaitement les valeurs et qui sont complètement naturelles dans une boîte et qui seraient absolument inadaptées dans une autre boîte. Alors, les leviers de performance, est-ce qu'il y a une très bonne question de l'un d'entre vous, c'est-à-dire mais finalement, est-ce que ça génère de la performance, ces valeurs? Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que ces valeurs, ça va générer effectivement une performance importante. Hélène, je te laisse la main sur cette slide, si tu veux.
Alors, je voudrais vous raconter tout simplement une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une toute petite boîte de conseil qui décide de répondre à un appel d'offres européen pour pas moins que l'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023. Donc, vous imaginez un peu de quoi on est en train de parler. Face à eux, les plus gros cabinets d'Europe. Et en fait, eux, ils ont deux valeurs en particulier, c'est rire et oser. Et ils ont tout misé là-dessus. C'est-à-dire que leur réponse à l'appel d'offres, c'était une fausse interview dans le Midi Olympique. C'était des fiches joueurs pour présenter chacun des profils. C'était une feuille de match qu'ils ont fait pour exprimer leur approche. Le truc était très, très drôle. C'était vraiment bien fait. C'était plein d'audace. Et en fait, le comité de sélection, quand ils ont vu ça, ils ont dit, c'est exactement les valeurs qu'on a envie d'incarner dans cette Coupe du Monde. Donc, on veut travailler avec vous. Donc, c'était vraiment pour eux extraordinaire de voir qu'ils ont été choisis. Donc, ils sont même plus passés, il n'y a même pas eu de phase de sélection finale, etc. Ils les ont choisis direct parce qu'ils avaient affiché des valeurs et qu'ils avaient tapé précisément dans les valeurs que recherchait l'organisation parce qu'ils avaient osé les afficher. Donc, ça, c'est vraiment pour dire à quel point ça peut faire vraiment la différence. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en interne, le fait d'avoir répondu, même s'ils avaient perdu, il y avait eu un tel engouement en interne pour répondre à cet appel d'offres, pour tous se mobiliser, pour dire on vit à fond nos valeurs dans ce truc, que ça a été justement, quelqu'un demandait tout à l'heure, à distance, comment on peut faire, et ben ils ont répondu à ça pendant le confinement. Et justement, c'était à distance et ça a été une semaine extraordinaire de cohésion où tout le monde s'est mis à fond pour ce projet parce que c'était, on est complètement dans notre ADN, on veut à fond vivre cette expérience en montrant nos valeurs dans la forme comme dans le fond. Et du coup, ça a été quelque chose qui a été un alignement et une libération d'énergie extraordinairement puissante qui, du coup, s'est reflétée dans le résultat final. Donc, les valeurs, donc au-delà de ce cadre de décision que ça donne et qui du coup permet évidemment cette autonomie de chacun des collaborateurs, c'est aussi un extraordinaire effet d'entraînement parce que dès que tout le monde se sent aligné sans qu'on est vraiment en train d'aller tous dans le même sens et un sens qui nous parle parce que ça parle à nos valeurs profondes, ça libère une énergie extraordinaire et du coup un potentiel de croissance vraiment important. Et c'est aussi quelque chose qui, encore une fois, naturellement, va permettre de faire le tri, comme on vous a parlé de cet effet magnétique, parce que les gens qui se reconnaissent, plus vous vivez vos valeurs, plus les gens qui ne se reconnaissent pas dedans vont naturellement avoir tendance à partir ou à s'éloigner. Et à l'inverse, tous ceux qui se reconnaissent dedans seront attirés, que ce soit en interne et en externe. Donc, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant comme effet magnétique. Et puis, ça vous permet aussi, bien sûr, de grandir, de pouvoir scaler, quelle que soit la taille. C'est vraiment, plus vous êtes grand, plus c'est important, notamment ces fameux passages d'étapes de 50 personnes ou 100 personnes lorsqu'on ne connaît plus les prénoms de tout le monde, lorsqu'on passe 1000, etc., lorsqu'on est 10 000. Voilà, ces valeurs sont extrêmement importantes qu'elles soient incarnées. Pour rebondir après, c'est vraiment, il faut voir les valeurs et je vous encourage à regarder et faire le lien entre les valeurs et la performance véritablement. C'est en cela que nous, les harmonistes, on dit ouais, c'est un outil de management, mais c'est un outil de performance aussi. Par exemple, pour rebondir sur ce que disait Hélène sur le plan commercial, Salesforce, qui est le leader mondial du CRM, ils ont 50% de part de marché, ils n'ont pas besoin de se présenter. Le premier meeting commercial que fait n'importe quel commercial de Salesforce, il va d'abord présenter les valeurs de Salesforce. Il va dire voilà comment chez nous on se comporte, voilà comment on considère la relation client. Et s'il y a une de ces 4 valeurs qui n'est pas respectée, vous m'appelez immédiatement. Et voilà ce que vous pouvez attendre de nous. Donc, vous voyez, et avant de parler produit, ils vont parler de leur culture. Donc, c'est cette expérience client, cette fidélité client, cette cohésion avec le client que ça va créer. Mais au-delà de ça, c'est comme évidemment, ça génère plus de motivation, donc plus de productivité, plus d'engagement, moins d'absentéisme. Les entreprises, il y avait une question sur ça, sur la performance. Les entreprises qui ont vraiment une culture forte et donc aussi des valeurs fortes, on voit moins d'absentéisme, plus de fidélité et des coûts de recrutement qui sont bien inférieurs parce que déjà, il y a moins de départs et puis vous avez un nombre de CV absolument impressionnant, beaucoup plus facile d'attirer les talents. Et puis, vous avez moins de structure hiérarchique, vous avez plus de capacité à déléguer, donc vous avez finalement une baisse des coûts de structure donc, et une plus grande agilité. Donc, il y a vraiment un lien direct entre une culture puissante, incarnée, vécue au quotidien et la performance sonnante et trébuchante. Il y a même des entreprises qui vont plus loin. Hélène, est-ce que tu peux nous raconter l'exemple de Château Fort et du management par les valeurs?
Un château forme, c'est vraiment une histoire incroyable puisque quand vous entrez dans un château forme, vous entrez dans une culture en fait. C'est vraiment un bain d'une culture qui est extraordinairement chaleureuse. Donc il y a vraiment cette notion d'esprit de famille qui est très très forte et qui est au cœur de leurs valeurs. Et ils ont donc 7 valeurs, dont l'amour du client, qu'ils font vivre à absolument tout le monde dans l'entreprise, qui est décliné très très finement en énormément de rituels, de symboles, depuis leurs étoiles des valeurs jusqu'à le compte. Donc chacun passe par une semaine d'onboarding où ils vont être imprégnés de ces valeurs avec des personnes qui vont les leur raconter. Donc c'est vraiment autour de témoignages, d'histoires vécues qu'on va se transmettre les valeurs. Et effectivement, ça c'est aussi quelque chose de très fort, c'est les valeurs, ça doit se vivre, ça doit être vraiment quelque chose que, pour que quelqu'un adhère à vos valeurs, il ne faut pas que ce soit une formation intellectuelle, il faut que ce soit une formation qui ait une plongée dans regarder quand elles sont vécues au quotidien. Et donc, chaque nouveau collaborateur va passer du temps dans une maison et voir les couples d'hôtes. Donc, ils ont tout un vocabulaire, hein. Ils ont un glossaire d'une centaine de mots qui sont propres à leur culture, hein, à leurs valeurs, et qui les reflètent dans le vocabulaire. Par exemple, on ne parlera jamais d'entretien d'évaluation, on va parler d'un entretien d'évolution. Chaque manager est effectivement attendu sur chacune des valeurs et va être évalué là-dessus. Et la plongée du coup dans le quotidien d'un château forme, ça va permettre même à quelqu'un qui sera ensuite comptable de comprendre ce que c'est que les valeurs quand elles sont vraiment vécues, incarnées, et du coup d'immédiatement, encore une fois, hein, ils plaisent pas du tout à tout le monde peut pas s'épanouir chez château forme, mais ceux qui s'y épanouissent, ils viennent vraiment parce qu'ils sont à fond sur ces valeurs-là et ils vont pouvoir les vivre. Et de manière intéressante, ça leur a permis aussi d'intégrer de nouvelles offres, mais toujours en restant autour de ces valeurs. C'est-à-dire que les valeurs, elles transcendent vraiment le business. C'est quelque chose qui vous permet de faire avec exactement le même esprit des choses qui sont très différentes, puisqu'ils font maintenant des châteaux formes où ils vont non pas accueillir des gens, mais aller apporter leurs valeurs et leur culture au sein d'une entreprise qui veut créer, par exemple, une université d'entreprise. Donc, c'est vraiment ce qu'ils apportent et leur valeur ajoutée, littéralement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est leur chaleur ajoutée. Donc, c'est leur valeur qu'ils vont vendre et qui va être la clé de la croissance extraordinaire qu'ils ont connue. Et si vous voulez en savoir plus, nous avons une chaîne de podcast qui s'appelle La culture d'entreprise en action. Si Justine, tu peux avoir la gentillesse de mettre le lien. Et notamment, il y a Château Forme, l'un des dirigeants de Château Forme, Emmanuel Aurel, qui témoigne et vous allez plonger dans cet univers, c'est merveilleux. Et puis vous avez aujourd'hui 23 entreprises, Le Bon Coin, Nature et Découverte, etc., qui témoignent de leur culture et comment ils mettent leur culture surtout en action, en performance et quel est le style de leadership qui est mené. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. On va répondre à toutes vos questions qui sont vraiment absolument géniales. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que il est très important aussi dans l'étape internationale d'avoir ces cultures qui sont définies parce que justement on va être dans des cultures géographiques différentes, ce qu'on appelle l'interculturel, et si vous n'avez pas un socle de culture, de valeurs très très fortes, et si vous n'avez pas défini en amont et réfléchi à votre politique de culture internationale, eh ben, vous allez avoir des vraies difficultés, des vrais chocs de culture. Et vous verrez dans les podcasts, vous avez de nombreux témoignages, que ce soit WeCare, que ce soit Sphering, etc., d'entreprises qui ont vécu avec succès des croissances externes ou des implantations à l'étranger parce qu'elles étaient extrêmement vigilantes à l'adéquation de la culture. Et à la fin, les valeurs, ce que je voulais dire, c'est aussi, ça va être à la fois, vous voyez la puissance de ces valeurs, vous voyez ce côté extrêmement authentique, vécu, décliné partout. Il ne faut pas non plus que ça devienne un total carcan, c'est-à-dire qu'il faut aussi une part de liberté, et cette culture, il faut juste le voir comme des règles du jeu, comme un dénominateur commun qui va souder toutes les équipes et qui va permettre le maximum de diversité. Donc, pour nous, la culture, lorsqu'on a une culture forte, commune et des valeurs fortes communes, c'est au contraire l'ouverture, c'est la richesse de la diversité, c'est non pas du clonage, quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir participé de nous avoir écoutés. On va répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, vraiment, n'hésitez pas à les poser. On va les parcourir les unes après les autres. Et ce que je voulais dire aussi, c'est n'hésitez pas à aller visiter notre site web. Vous avez énormément, on a d'ailleurs revisité notre site web très récemment. Et là, vous avez une version 2.0 qui vient de sortir cette semaine. Donc, si vous avez d'ailleurs des commentaires, ça serait formidable. Ou si vous voyez des choses qui ne sont pas claires, dites-le nous. Et vous avez une section FAQ, foire aux questions, où vous avez toute une section sur les valeurs que je vous conseille véritablement d'aller consulter. Vous allez avoir énormément d'idées, d'exemples de ce qu'on vient de dire et d'autres choses. Et puis, et si vous souhaitez aussi prendre rendez-vous avec nous, n'hésitez pas pour exposer
vraiment votre cas. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, j'étais vraiment à chaque fois, je suis toujours aussi surpris de l'hétérogénéité des situations. Donc n'hésitez pas à en parler. Littéralement, vous nous passez un petit coup de téléphone et on en parle de manière très ouverte et on vous dira comment nous on l'interprète, comment nous ce qu'on ressent. Alors vas-y Hélène, est-ce que tu as une question que toi tu as notée particulièrement? Alors, il y a plusieurs questions qui m'ont semblé intéressantes. Alors, une question de Karine qui était sur la notion de transformation. Quand on vit une grosse transformation, est-ce qu'il faut redéfinir la culture? Est-ce qu'on, quand on a viré de bord? Alors, la notion de transformation culturelle, c'est évidemment une réalité quand l'entreprise vit une énorme transformation, surtout s'il y a à côté de ça une transformation dans le sens où on va recruter énormément de personnes qui ont peut-être un profil différent, ou on va faire une acquisition, ou encore plus fort, il va y avoir un changement de dirigeant, il va naturellement y avoir une inflexion des valeurs. Et c'est très important de prendre le temps. En gros, nous, ce qu'on dit, c'est tous les 3 ans, c'est bien de faire cet exercice de reposer les bases de qui on est et de le faire honnêtement et de se dire, c'est OK de constater que cette valeur qui était hyper importante pour nous au départ, qui était peut-être cette agilité ou cette débrouillardise ou ce côté couteau suisse, et en fait, maintenant, on s'est structuré. Maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup moins une réalité et c'est OK. C'est-à-dire, à chaque fois, le choix, vous l'avez, c'est de se dire, est-ce qu'on veut faire revivre cette valeur et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en place parce qu'elle est plus qu'à 50% et on voudrait qu'elle repasse à 80%, ou de se dire, on assume qu'en fait, elle est de moins en moins vécue et c'est OK. Et c'est OK. Maintenant, il y en a peut-être une nouvelle qui est apparue. Et ce qui est important, c'est d'avoir cet exercice, en tout cas, d'authenticité et d'humilité, de se dire, oui, ça a évolué, on constate. Encore une fois, les valeurs, ça doit se constater. Donc, régulièrement, se reposer la question de qu'est-ce qui nous anime. Évidemment, tout ne change pas à 180 degrés, ça, c'est pas possible, sauf si vous virez tout le monde et que vous rembauchez tout le monde. Mais par contre, il peut y avoir des inflexions et c'est important de régulièrement revenir dessus. Voilà, une autre question sur est-ce qu'on peut voir avant de rentrer dans une entreprise, est-ce qu'on peut voir ses valeurs? Voilà, c'est toute la difficulté et c'est nous l'encouragement qu'on fait à toutes les entreprises d'afficher leurs valeurs. Et pour ça, il y a un très très bon podcast de Kevin de Germinal, qui est le DRH de Germinal et qui explique que eux, ils incarnent à fond leur culture et leurs valeurs pour justement s'assurer de la bonne compatibilité. Et les gens qui vont postuler chez eux, ils ne postulent pas par hasard, ils postulent parce que le projet leur plaît, parce que les valeurs sont compatibles avec les leurs. Voilà, donc souvent, ces valeurs, elles sont bullshit. Pour reprendre l'expression du thème. Donc, vous postulez à une entreprise, vous ne savez pas vraiment quelles sont les valeurs. Voilà, donc le contrat moral que vous nouez avec votre employeur ou avec votre collaborateur, il n'est pas clair, il n'est pas sur des bases saines. Donc, c'est pour ça que si le candidat connaît ses valeurs et si l'entreprise connaît ses valeurs, c'est tellement plus simple de voir si on se fait confiance naturellement et si on est compatible. Hélène, une autre question peut-être que tu veux répondre? Alors, oui, il y avait la notion de définir la raison d'être versus les valeurs, dans quel ordre. Ouais. Comme nous, vraiment, notre obsession, vous l'aurez compris, c'est cette notion de cohérence. Donc, en fait, c'est très intéressant de lancer les chantiers en parallèle pour avoir justement un tout hyper cohérent. Il y a notre mission, les valeurs, c'est voilà où est-ce qu'on veut aller, voilà notre vision, c'est ça notre ambition, c'est ça les valeurs, c'est ça la manière dont on veut le faire, et de poser ce tout justement comme quelque chose de hyper cohérent, du coup, ça pose ce fameux cadre qui est clair pour tout le monde. Donc, on trouve ça vraiment intéressant de faire le travail en parallèle, si c'est possible. Ensuite, il n'y a pas de bonne réponse, sinon, dans un ordre, l'un, c'est la poule ou l'œuf, quoi. Mais les deux, en tout cas, c'est intéressant d'avoir vraiment fait ce travail en profondeur de définition des deux. Et bien sûr, autant que possible, un travail qui soit collaboratif. Il y avait une question sur les valeurs anglo-saxonnes versus valeurs latines. Je crois qu'il y a effectivement des modes, mais aujourd'hui, il y a une véritable mode des startups qui arrivent avec des valeurs beaucoup plus, un peu à la mode anglo-saxonne cette fois-ci, c'est-à-dire avec des phrases percutantes, des mots d'action. Voilà, donc il y a vraiment aujourd'hui, c'est pas une question de mode, c'est une question plutôt de formulation, parce que chaque entreprise doit trouver ses propres valeurs, mais dans la formulation, il y a effectivement une dynamique aujourd'hui d'avoir une sémantique beaucoup plus péchue, on va dire en quelque sorte. Hélène, une autre question? Alors, il y a eu deux questions qui étaient vraiment cette notion de rentabilité, entre guillemets, des valeurs, manager humain, est-ce que c'est rentable? J'ai envie de vous dire, dans les deux cas, quelle que soit votre croyance, vous aurez raison.
C'est une prophétie autoréalisatrice. Si vous croyez absolument pas aux valeurs en tant que dirigeant, vous allez faire en sorte que ce soit quelque chose de pipeau. Du coup, ça va démotiver les gens. Ce sera pas quelque chose qui sera profondément incarné. Et donc, à la fin, effectivement, ce sera une perte de temps et d'argent. Si vous payez des gens pour faire une grand-messe, pour montrer que vous avez des valeurs superbes, etc., faire une belle vidéo, mais que derrière, c'est pas incarné, ça sert à rien du tout. Et à l'inverse, si vous croyez profondément à vos valeurs, que vous êtes prêt à les vivre, à les défendre, ça crée un phénomène, comme on l'a dit, de magnétisme qui est extraordinaire. Ça vous permet de vous positionner beaucoup mieux commercialement, ça vous permet d'avoir des collaborateurs qui ont vraiment envie de vous rejoindre, ça vous permet d'avoir des clients qui sont beaucoup plus fidèles parce qu'ils vont vivre une expérience quand ils sont en communication avec vous, qui est justement fidèle à l'image que vous renvoyez. Et le cerveau, en fait, il aime quand même, globalement, le cerveau, il aime la cohérence. Et les incohérences, c'est une forme de souffrance. Le cerveau, il n'aime pas ça. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour être parfaitement cohérent, d'où ce travail d'authenticité. C'est OK de dire, nous, on est des gros bourrins. Venez pas chez nous si vous cherchez de la douceur. Mais à partir du moment où c'est affiché et que c'est vécu et que c'est cohérent, vous attirez tous les gros bourrins et ce sera très bien. Voilà. Alors, là, il y a une question sur l'impact de la période actuelle sur les valeurs. L'impact de la période actuelle est extrêmement intéressant parce qu'il y a une sursensibilité des gens. Il y a un côté émotionnel, il y a un côté aussi prise de recul des gens, et puis il y a une vraie authenticité qui est recherchée. On l'a vu dans la communication, c'était extrêmement important. Et donc, c'est une excellente période. On a fait des articles, je ne sais pas si Justine, tu peux mettre les liens, des articles sur effectivement cette période du Covid. Qui était une formidable révélateur, et aussi votre culture, c'est votre système immunitaire, et donc c'est cette capacité aussi de dire dans cette période actuelle, c'est très intéressant de travailler sur ces valeurs pour les faire émerger. Vous voyez la réaction des gens, vous voyez ce qui est important pour eux, donc c'est plus facile d'en parler, c'est plus facile de les faire émerger, et c'est aussi plus facile de les mettre en action dans des situations dramatiques comme celle-là. Donc voilà, donc c'est vraiment une période assez intéressante à ce niveau-là, même si elle est dramatique et très difficile pour certains d'entre nous à vivre. Mais voilà, c'est une période qui est assez favorable pour sublimer votre culture. Et je vous recommande par exemple le podcast de Vivalco qui a travaillé très en amont, parce que la culture, il vaut mieux le travailler en période où je dirais calme, où là on fait ce travail ensemble, et notamment Vivalto a travaillé sur ce qu'ils appellent un vadémécum, c'est une sorte de culture code, où vraiment ils ont travaillé sur définir tous les comportements dans toutes les situations. Et là, en pleine période du Covid, Vivalto, c'est des EHPAD. Ça a été extrêmement compliqué dans les périodes de confinement, et la gestion de l'entreprise a été relativement simple. Chacune des maisons de retraite était extrêmement autonome, et le mode de fonctionnement était incroyablement fluide, parce que ça avait été travaillé en amont. Il y avait cette confiance spontanée, il y avait cette délégation spontanée. Voilà, donc c'est vraiment des choses qu'il faut travailler de manière calme. Et quelquefois vous êtes en rush. Là, on a eu plusieurs d'entre vous qui sont dans des changements. Je crois qu'il y a Rémi qui fait l'acquisition d'une entreprise, etc. Et donc comment, dans ces cas-là, on imprègne de nouvelles valeurs, on crée une nouvelle dynamique. Voilà, d'ailleurs, Rémi, une de tes questions, c'était combien de temps tu mets pour faire vivre ces valeurs dans une nouvelle entreprise. Ça peut être extrêmement rapide. C'est-à-dire que nous, on arrive à faire des choses de manière extrêmement rapide. Tout comme quelquefois, il faut y aller de manière un peu lente parce que il y a des tensions. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de réponse type. Ça va vraiment dépendre du contexte de chacun. Ce qu'on voit, nous, c'est que pour que les valeurs soient vraiment, vraiment incarnées et ancrées, il faut du temps, quoi. C'est pas quelque chose qu'on fait rapidement, mais ce qu'on peut obtenir rapidement, c'est l'adhésion, c'est une dynamique, c'est une vraie authenticité, un démarrage, un travail collaboratif, une mise en valeur autour de ça. Donc on peut lancer le mouvement, mais après, il faut laisser du temps pour vraiment que ça s'ancre et qu'il y ait une exemplarité autour de ça. Hélène, encore une autre question peut-être que tu as. Il y a plusieurs questions qui étaient autour de la définition la notion de Bicorp, de bio RSE, etc. Alors là, effectivement, grosse confusion qui est pas mal faite. La RSE, l'engagement sociétal, environnemental, la mission et les valeurs, c'est des choses totalement différentes. C'est-à-dire que vous pouvez être deux boîtes qui vont toutes les deux faire du bio ou être complètement dans l'éthique, sauver la planète, etc. et pour autant avoir des personnalités super différentes. Vous pouvez avoir 3 médecins qui sont tous en train de sauver des vies et pour autant qui n'ont pas du tout la même manière de travailler. Et c'est OK. Donc, il y a vraiment une distinction. Et effectivement, ceux qui mettent dans nos valeurs la protection de l'environnement, non, ça, c'est pas une valeur. C'est-à-dire, il peut y avoir une valeur de quelque chose qui est autour de
du respect ou de l'intégrité ou quelque chose de… Voilà, nous, c'est hyper important pour nous d'être dans le soin. Le soin et le fait de prendre soin, c'est quelque chose de très important pour nous. OK, du coup, ça va se traduire en RSE. En fait, l'idée, c'est votre raison d'être, tout comme vos valeurs, ça va être derrière ce fameux cadre qui va derrière se décliner, évidemment, dans votre stratégie globale, mais aussi dans votre stratégie RSE. Et donc, si pour vous, le soin, c'est hyper important, et ben, du coup, évidemment, c'est quand même pas très cohérent si vous prenez pas soin de la planète. Donc, c'est vraiment toujours se dire, d'abord, quels sont nos grands principes, et puis derrière, comment ça va se traduire. Et tous les labels comme B Corp, Positive Workplace, etc., le label Lucie, enfin, c'est des labels qui vont plutôt mesurer quelles actions vous avez par rapport à des normes RSE. Donc, il n'existe pas aujourd'hui de labels qui sont un label qui mesure, entre guillemets, votre cohérence ou votre niveau d'harmonie ou dans quelle mesure vos valeurs sont parfaitement incarnées dans l'ensemble de votre organisation. On rêve de ce label, il n'existe pas encore. Il faut qu'on le crée, Hélène, il faut qu'on le crée. Peut-être, mais on va dire un croisement entre Glassdoor et effectivement B Corp, etc., ou société à mission peut vous donner déjà quelques informations. Encore une fois, s'il y a un écho cohérent de la boîte un peu partout. Là, vous vous dites, OK, a priori, eux, ils sont droits dans leur botte. Bon, alors est-ce que à ce stade, d'abord, merci beaucoup, vous êtes encore plus d'une trentaine à être présents alors qu'on a largement dépassé l'horaire et on s'en excuse. Mais voilà, c'est un sujet qui nous passionne et vous le sentez dans l'énergie positive que l'on dégage avec Hélène. Est-ce qu'il y a une question, une ou deux questions qu'on a zappées, qu'on a oubliées là, et c'est sympa de la reposer là, qu'on prenne peut-être deux dernières questions. En tout cas, si vous voulez ces slides, eh ben, n'hésitez pas, comme certains d'entre vous l'ont fait, à nous laisser votre email. Là encore, n'hésitez pas. Je crois le plus simple, c'est de créer un contact direct avec nous. Voilà, en prenant rendez-vous, vous avez le bouton rouge. Là, vous prenez un petit rendez-vous et en quelques minutes, on vous donne notre ressenti. Alors, qu'est-ce que signifie Biharmonie? Signifie le Biharmonie, c'est une double signification. Merci beaucoup, Sophie, de poser cette question vachement sympa. C'est soyons tous harmonistes, donc soyez vous harmonistes aussi. C'est-à-dire que si vous pouvez. Bi-harmoniste, à l'anglaise. Ouais, à l'anglaise, voilà, bi-harmoniste. Vous êtes tous des potentiels harmonistes, c'est-à-dire d'aider à votre entreprise à se développer de manière harmonieuse. L'harmonie, c'est quoi? C'est la cohérence à 360 degrés, vraiment totalement incarnée autour d'une culture qui est puissante et authentique et incarnée. C'est vraiment cela. Et si vous pouvez vous-même être un manager harmonieux, encourager votre dirigeant. Et c'est pour ça qu'on a fait tous ces podcasts, pour prouver que ça marche vraiment. On est là dans du business et ça crée de la valeur. C'est tellement plus simple de faire harmonieux que de faire de manière compliquée. Voilà, donc, et puis il y a une autre notion, c'est biharmoniste. À l'origine, c'était business harmoniste. Et on n'a pas voulu se limiter aux entreprises. On travaille aussi pour des fondations, pour des collectivités locales. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est qu'on a réduit le business en bi. Voilà, c'était ça l'histoire de biharmoniste. Alors encore, écoutez, merci beaucoup à tous, à Marcella, à Florian, à Sana, Agnès, etc., d'avoir participé. On a passé un très bon moment avec vous. Merci pour vos questions qui étaient excellentes. Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. L'idée, c'est de prouver que c'est possible de travailler sa culture. C'est pas juste bisounours, c'est pas juste du bullshit. C'est vraiment. Et voilà, il y a trop d'entreprises pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Donc, si on peut faire en sorte tous ensemble que ça fonctionne, ça serait vraiment génial. Merci à tous, très bonne journée. Et dans cette grisaille, je ne sais pas où vous êtes, à Paris, il ne fait pas très beau. Donc, vous avez été notre rayon de soleil de ce matin. À bientôt. Merci à tous. C'était un plaisir de vous parler ce matin. Bonne journée à tous.